nous avons Jores Alferov qui a reçu le prix Nobel en l'an 2000. Il est académicien, vice-président de l'Académie des sciences russes, qui dirige le Centre de physique des nano-hétérostructures de l'Institut de physique IOFE. Il est président du centre de la division de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Il a reçu le prix Nobel de physique en l'an 2000 pour ses travaux sur le développement d'hétérostructures semi-conductrices en électronique rapide et en optoélectronique. Il a pu former une nouvelle orientation, les passages hétéros dans les semi-conducteurs. Claude Cohen-Tanucci a été lauréat du prix Nobel de physique en 1997 pour sa contribution, pour sa contribution au développement des méthodes pour refroidir et piéger les atomes avec la lumière laser. Membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France. Elle est également membre de nombreuses académies étrangères. Titulaire de la chaire de physique atomique et moléculaire du Collège de France depuis plus de 30 ans. Son livre Mécanique des quanta est considéré comme un manuel modèle. Martial Duclois est directeur de recherche au SNRS et appartient au laboratoire de physique des lasers de l'Université Paris-Nord. Il est depuis cette année président de la Société française de physique, après avoir présidé la Société européenne de physique de 2001 à 2003. De 2001 à 2003, il a été l'initiateur de l'année mondiale de la physique, dont il a présidé la conférence de lancement en 2005. Il dirige la Société nationale de physique. Depuis cette année, l'année 2005 a été proclamée année internationale de physique. Il a présidé la conférence de lancement en 2005 à l'UNESCO. Et il y a enfin Evgeny Dianov, du côté russe, centre des fibres optiques de l'Académie russe des sciences. Il dirige la division de chimie de l'Académie des sciences, membre de la Société des matériaux, membre de l'Institut de l'ingénierie électronique. Evgeny Mikhailovitch est un des fondateurs des fibres optiques et des leaders dans ce domaine. Eh bien, chers amis, nous allons travailler d'après le schéma habituel. D'abord, on va formuler les questions générales. Ensuite, on va passer aux réponses aux questions tout à fait concrètes venant de la salle et des questions qui arrivent des internautes sur l'ordinateur que j'ai devant moi. Donc, avant de parler de l'application des lasers dans notre vie, parlons un peu d'histoire. La question est simple. D'où est venue l'idée, cette idée fantastique de concentration de lumière et faire travailler tout cela pour l'homme? D'où vient cette idée? Quelles sont les sources de cette idée? Qui veut répondre à cette question? La première démarche scientifique qui a conduit à l'invention des lasers, ça a été la découverte par Albert Einstein en 1917 du phénomène d'émission stimulée. Mais je pense très sincèrement qu'il n'avait aucune idée d'utiliser ce processus pour faire des rayons lumineux du type de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il a fallu attendre à peu près 3 décennies avant qu'une autre idée vienne se greffer sur la première, l'idée de milieux hors d'équilibre où les populations sont inversées et où par conséquent un niveau d'énergie donné est plus peuplé qu'un niveau d'énergie plus bas. Et c'est cette situation hors d'équilibre qui a conduit ensuite les professeurs Towns, Bassoff et Prokhorov à proposer l'idée du maser,
c'est-à-dire l'équivalent du laser, mais dans le domaine micro-ondes. Et il a fallu attendre encore un certain nombre d'années avant que Charlie Towns et Art Shallow proposent d'étendre ce mécanisme du domaine micro-ondes au domaine optique et de réaliser ainsi, de proposer ainsi le mécanisme du laser. Et il a encore fallu attendre 1 ou 2 ans pour qu'en 1960 apparaisse le premier laser qui a été construit par Maiman. Puis quelques mois après, un premier laser à gaz construit par Ali Javan. Mais je ne pense pas que parmi les scientifiques, il y ait eu cette idée de construire un rayon lumineux d'une intensité considérable. Je pense que c'était plutôt dans le domaine de la science-fiction que des mécanismes de ce type étaient envisagés et qui semblaient tout à fait irréalisables à l'époque. J'ai entendu parler du roman de l'hyperboloïde de Garride, où l'auteur Tolstoï imaginait qu'on pouvait concentrer de la lumière pour faire un rayon. C'était vraiment du domaine de la fiction. Comme en France, auparavant, il y avait eu des romans de Jules Verne, où on imaginait des fusées qui iraient sur la Lune, ou bien des vaisseaux, des systèmes qui permettraient d'explorer les tréfonds de la Terre. Tous ces processus étaient vraiment de la science-fiction, loin de la préoccupation des scientifiques. Да, но поразительно, что научная фантастика в данном Fiction, ce qui est frappant, c'est que la science-fiction avait coïncidé avec la naissance d'une idée scientifique. C'est vraiment étonnant. 20-е годы гиперболоид. Ingénieur Guérin, ce sont les années 20. Le premier travail d'Einstein consacré à la répartition de densité dans les corps chauffés, quand on a parlé des transitions, cela peut être considéré comme l'idée mère. Mais ensuite, dans les années 20 et même dans les années 30, dans les différents laboratoires, on a fait des propositions pour obtenir ce qu'on appelle la population inversée et la génération des fréquences radio. Si c'était fondé uniquement sur ces principes, on n'aurait jamais obtenu les puissances, les fréquences surprenantes qu'on a obtenues dans les années 20. Un des très bons physiciens, l'homme où la destinée tragique, Fritz Houtermans, le communiste allemand, qui est venu travailler chez nous à Kharkov, qui puis a l'idée du flux lumineux. Dans les années d'après-guerre, Fabricante et Bougaïeva expliquait la spécificité de la luminescence dans la décharge de gaz par l'effet d'amplification, justement par le principe d'émission stimulée. Mais évidemment, ce qui a été cardinal, c'était les travaux de Towns avec ses étudiants, Gordon et Sager, et les travaux de Prokhorov avec son disciple Bassov, qui ont créé les premiers masers, qui ont généré l'émission stimulée dans la bande des radiofréquences, et sur cette base, Нобелевская премия по физике с формулировкой за фундаментальные исследования, приведшие к созданию усилителей и генераторов, работающих на лазерно-мазерном принципе. Нужно сказать, что при присуждении Нобелевских премий имеется очень хорошая процедура, когда председатель комитета дает, так сказать, проводит презентацию, объясняет. La présentation explique l'attribution du prix. Et lorsque le prix était attribué à Bassov et Prokhorov, le président du comité Nobel de physique a souligné, qu'il y a eu les travaux d'Einstein et a dit tout de suite, jamais ces puissances ne peuvent être atteintes, ces grandes densités qui ne peuvent être réalisées que dans des très faibles volumes et qu'il n'y aura jamais d'application militaire de laser. Or,
quelques décennies plus tard, la vie a prouvé que c'était justement le contraire. L'Institut de physique Lebedev a joué un très grand rôle dans l'électronique des quanta et le laboratoire des oscillations de Mandelstam et Papalexy, qui était dirigé par Prokhorov. Son disciple, qui est devenu un des leaders de cette orientation, Nikolai Bassov, et très vite Prokhorov, dans sa conférence présentée au moment de remise du prix Nobel, il a dit oui, apparemment tout a été fait, il y a des masers, mais pourquoi il a fallu créer les lasers? Parce qu'il fallait créer le problème des résonateurs, le problème du pompage. Ce problème du pompage a été proposé par Bassov et Prokhorov. Puis c'est devenu le pompage optique qu'il proposait, le rayonnement électromagnétique qui travaille aussi dans la plage optique. Et à 1958, on a formulé les principes du laser. C'est Neumann qui a fait le premier laser en utilisant un cristal de rubis, mais très vite il y a eu le laser à gaz. Bassov a proposé le laser sur semi-conducteurs. Werner et Duraforge ont fait la même proposition quelques années plus tard. Dans les années 60, on voit apparaître les lasers sur semi-conducteurs. Tout de suite après l'apparition des lasers sur semi-conducteurs, il y a eu un foisonnement des articles. C'était comparé à la découverte des transistors, mais ça pouvait fonctionner à la température de l'azote liquide, mais uniquement à la température d'hélium ou d'azote liquide. Et seulement nos travaux sur les hétérostructures ont permis de créer les lasers travaillant en température de chambre. Et maintenant, cela a permis à M. Dianov de travailler avec succès dans ce domaine. Ce sont les quelques renseignements historiques. Merci pour votre renseignement. В настоящее. Мы вынуждены сделать небольшое отступление, такой маленький ликбез. Кто готов коротко сформулировать на понятном языке принцип действия лазера? И какие виды лазеров сегодня существуют, в зависимости от способов накачки, в зависимости от рабочего тела? Кто готов это коротко сформулировать, дорогие друзья? Répétez la question. Ça va pas. Не работает? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Il demande de faire une description. Qu'est-ce que c'est que le laser? Voilà. Voilà, la question est la suivante. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc la question est, essayez d'expliquer brièvement ce que c'est que le laser et quels sont les principes qui se trouvent à la base du laser. Je pense que l'idée d'un rayon optique puissant est née au IIe siècle. Avant Jésus-Christ, lorsque Archimède défendait Syracuse à l'aide d'un rayon de soleil réfléchi. Bien, tout a été fait par les Chinois. Alors, brièvement, pouvez-vous formuler brièvement le principe du laser et quels sont les lasers qui existent aujourd'hui suivant le mode de pompage? Qui peut répondre? Monsieur Ducois, vous pouvez répondre à cette question? Клицинг за вот это открытие получил Нобелевскую премию. Таким образом, видите, технологически сначала, посмотрите, сначала теоретическое предсказание, фундаментальная наука привела к открытию транзистора, а в свою очередь открытие транзистора привело к фундаментальному интереснейшему открытию. И вот так они вот и дружат, фундаментальная наука с нанотехнологией. Одно без другого невозможно. Это как экология науки, так же, как экология вокруг нас. После того, как
придумана система, как сделать двумерные слои на границе двух полупроводников, один с широкой запрещенной зоной, а другой с узкой запрещенной зоной. Это так Арсенид Галлия. Вот эту систему начал исследовать Алферов, за соответствующее открытие он тоже получил Нобелевскую премию. И в этой системе возникает тоже двумерный электронный слой на границе. Но свойства его таковы, что подвижность электронов здесь существенно выше, и качество этого образца существенно выше. Так что именно на этом образце был открыт впоследствии другой эффект, так называемый дробный квантовый эффект Холла, в котором оказалось, что элементарные заряды, которые дают вклад в холловский эффект, имеют дробный заряд. Вот за это открытие авторы открытия тоже получили Нобелевскую премию. Так что это открытие поколебало некие предыдущие утверждения, вернее, обогатило их. Следующий этап, значит, это вот был первый шаг. Первый шаг в создании транзисторов, и с тех пор началась гонка. Все меньше и меньше транзисторы, лучшая технология, иногда принципиально другие технологии. Но для того, чтобы создавать новые наноустройства, а 45 нанометров – это очень маленький объект, нужны глаза, нужны способы исследования этих объектов. И вот один из таких замечательных приборов был изобретен где-то в начале 80-х годов. Это называется прибор сканирующий туннельный микроскоп. Он был изобретен Гердом Бинингом и Генрихом Рером в фирме IBM, но это отделение фирмы, которое было в Швейцарии, за что они тоже получили Нобелевскую премию. И с тех пор возник целый класс приборов. Сканирующий туннельный микроскоп, я в подробности входить не могу, потому что нужно для этого знать квантовую механику, но интересно, что он может разглядеть очень маленькие объекты с очень большим пространственным разрешением. А знаете, какое разрешение? Вот, значит, сканирующий туннельный микроскоп состоит из иголочки, из конца которой электроны проходят в исследуемый материал. И вот соответствующий ток очень сильно зависит от профиля вот этого материала. То есть сильно зависит от расстояния кончика иголочки до материала. И в результате пространственное разрешение составляет 0,1 нанометра. 0,1 нанометра в направлении перпендикулярном, перпендикулярному исследуемому образцу. А вдоль образца разрешение порядка половины нанометра, составляет порядка 5 ангстрем, то есть 0,5 нанометра. Ну и сейчас целый класс соответствующих приборов есть, сканирующие атомные микроскопы, сканирующие микроскопы, оптические и так далее. Теперь я хотел рассказать о двух, собственно, методах создания наноструктур. Каким образом можно создавать наноструктуру? Два способа существуют. Один называется сверху вниз, а другой снизу вверх. Сверху вниз – это вот какой. У вас есть массивный образец, и вы его обрабатываете так, что получаете очень маленький объект. Откалываете или еще каким-нибудь образом.
обрабатываете. Пример я приведу дальше. Сейчас один из рекордных примеров – это изготовление таким способом образца с толщиной вообще 1 атом. Это удивительно. Второй способ – это вот как собирать из отдельных атомов. То есть это снизу вверх, самых элементарных кусочков собирать объекты. Вот. Существуют такие методы напыления атомными пучками, так называемая молекулярно-лучевая эпитаксия. Ну и существует еще большое количество разнообразных методов, которые все время совершенствуются. И вот сейчас в области наномира используются оба способа. И сверху вниз, и снизу вверх я хочу это продемонстрировать. В частности, я хочу это продемонстрировать на примере графена. Структура, которая была получена только недавно. Значит, графен от греческого слова «писать». Вы все пишете, знаете, как пишет карандаш. Почему пишет карандаш? А как дела обстоят в карандаше есть графитовый стержень. А графит устроен следующим образом. Графит структурно состоит из отдельных слоев. Сами слои толщиной в 1 атом. Расстояние между этими слоями порядка там нескольких ангстрем, и связь между слоями слабая, а внутри слоя очень сильная. Это химические связи. Сам слой, один слой, его прочность, он прочнее стали раз в 5. Кстати, а теплопроводность одного слоя примерно в 20 раз выше меди. Но когда вы пишете, поскольку слои друг с другом слабо связаны, вы ощущаете отдельные чешуйки. Вот почему пишет карандаш. Но никто не задумывался, никому не приходило в голову, можно ли чистить не большую чешуйку макроскопическую, а один единственный слой графита. И вот это было сделано. Вот это способ приготовления сверху вниз. On peut porter la durée d'une impulsion laser. Как это было сделано? Des impulsions qui durent 10 moins 17 secondes. Donc, vous voyez, je pense que quand les lasers sont apparus, все ноу-хау не опубликовано, но во всяком случае специальной пластинкой счищали аккуратно плоскость, аккуратно чешуйки, и среди этих чешуек попадались чешуйки с двухслойные или однослойные. Сейчас идет большой бум в этой области, исследуются эти чешуйки. Причем оказалось следующим образом. Вот эта чешуечка, она размером бывает порядка несколько микрон. Микрон – это 10 минус 4 сантиметра. А толщина, как я говорил, 1 атом. 1 атомный слой. Не то есть только, порядка 1/10 нанометра. И все-таки, тем не менее, к этой чешуйке смогли приварить золотые проволочки, и можно было померить проводимость этой чешуйки, все свойства, все электронные свойства соответствующей чешуйки. Но интересно с точки зрения приложений следующее. Мы говорили об электронном слое, который управляется металлическим электродом в полевом транзисторе. Так вот, роль соответствующей соответствующей пленочки, по которой идет ток, может служить вот эта графеновая плоскость. То есть можно создать транзистор на графеновой плоскости. Такие патенты есть, и уже пытаются люди сделать соответствующие транзисторы. Но тогда это абсолютно малая толщина. Это толщина в 1 атом. Меньше уже быть не может. Правда, в этом размер вот в этом направлении можно еще менять. Так что вот это, возможно, было бы выдающееся нанотехнологическое достижение. Эта система обладает
удивительными электронными свойствами, те из вас, тем из вас, кто знает, что такое зоны в твердом теле, поднимите руку, кто знает, что такое зона в твердом теле. Некое количество знает. Тогда я мог бы сказать следующее, что, как известно, в твердом теле за счет периодичности электроны образуют зоны, и вот вся электроника основана на том, что эти зоны разные. В металле электроны имеют, электроны заполняют верхнюю зону проводимости, и по этой причине возможно небольшое изменение энергии, и потому течет электрический, скажем, электрическом поле, и потому течет электрический ток. А, например, в диэлектриках имеется щель, и электроны находятся под щелью, по этой причине и заполняют все вплоть до края этой щели, и потому ток в диэлектриках не течет. Вся электроника основана на этом. Так вот, графен устроен удивительным образом. Он имеет спектр, вот такой, как показано на этом рисунке. То есть это спектр линейный. Те из вас, кто знает, что такое эффективная масса, я скажу, что эффективная масса здесь в точности равна нулю. Щель в спектре в точности равна нулю. И свойства этой системы удивительны, так что они очень интересуют фундаментальную науку. Здесь много очень интересных явлений возникает за счет вот этой необычной зоны структуры. Помимо этого, существуют другие наноструктуры из углерода. И вот одна из этих наноструктур представляет из себя следующее. Это просто свернутый лист графена. Причем возникает он не откалыванием графена и сворачиванием листа, а он возникает сам по себе в разряде. То есть второй способ – это приготовление. Первый способ – это приготовление сверху вниз. То есть мы из массивного образца сделали наноструктуру. А здесь снизу вверх, то есть из газа, из разряда, в котором были атомы углерода, возникла спонтанно, путем самоорганизации, вот такая структура. То есть можно себе представить, как лист графена свернутый. Его типичный диаметр вот таких трубок порядка 1 нанометр, но возможность трубки многослойные, вот такие. Одна трубочка вложена в другую. При этом трубки, вот отдельная стенка трубки, поскольку она состоит из графенового листа, прочность его такая же, как прочность графена, то есть прочность в 5 раз выше стали. По этой причине вот нанотрубки можно было бы использовать, и сейчас это используется в каких-нибудь материалах, защитных материалах, например, для создания бронежилета. То есть используется сверхтвердость соответствующего материала. То есть нанотрубки, погруженные в какой-нибудь полимер. Но второе свойство, если имеется многостенная нанотрубка, то поскольку вот эти стенки взаимодействуют друг с другом слабо, то может одна трубка ходить внутри другой трубки. И таким образом это возможно было бы сделать какой-то нанодвигатель, наноробот на основе вот такой многостенной трубки. Вообще вот свойства нанотрубок уникальны. У них есть высокая проводимость, сравнимая с металлической. Упругие свойства, вот как я сказал, в 5 раз выше, чем у стали. Теплопроводность в 20 раз выше, чем у меди. Ну и возможно свободно двигать многостенные трубки, одну трубку относительно другой. И на этом основаны многочисленные применения. Ну, во-первых, использующие уникальные упругие свойства. А во-вторых, применение в наноэлектронике. Например,
Поскольку нанотрубка имеет очень маленький диаметр, можно использовать это как эмиттер в экране. И это сейчас уже осуществлено фирмой Samsung. Возможно создание транзистора на основе углеродной нанотрубки, когда проводящим элементом является сама нанотрубка, то есть проводимость тока осуществляется вдоль нее. И регулируется управляющим электродом, находящимся вблизи этой трубки. Сейчас создан наномотор на основе углеродной нанотрубки. Вот такого типа. Имеется нанотрубка, здесь пластиночка, которая заряжается, а здесь имеются управляющие электроды, по-разному заряженные. Если менять эти заряды, то соответствующая пластиночка начинает вращаться. Таким образом можно сделать наномотор. Интересно, что можно померить массу отдельных частиц с помощью нанотрубки. Знаете как? На нанотрубку посадить атом, один или молекулу, и тогда исследовать частоту колебания нанотрубки. Как вы думаете, если вы посадите молекулу, как изменится частота? Изменится? А как изменится? Ну вот по изменению частоты вы можете определить, какую массу вы посадили. То есть можете тем самым измерить массу одной отдельной молекулы. Это уже осуществлено. Мы в свое время предложили создать нанотермометр на основе двухслойной нанотрубки. Таким образом, на нанотрубку насадить челнок. Если есть температура, то этот челнок будет колебаться. И амплитуда колебаний будет зависеть от температуры. Чем выше температура, тем больше амплитуда колебаний. Но когда двигается этот челнок, то изменяется сопротивление самой этой нанотрубки. Если померить электрический ток, то можно тем самым определить и температуру. Причем температуру в очень маленькой области, порядка нанометров. Можно сделать нанореле, использующую как... и можно это нанореле использовать как ячейку памяти. На основе двухслойной нанотрубки. Вот, скажем, есть вот одна нанотрубка, вот вторая. Можно выдвинуть эту штуку и прикоснуться. Так что здесь замкнется контакт. Либо при другом напряжении нанотрубка возвратится на старое место. Таким образом, это будет «да», «нет». То есть это будет как ячейка памяти или как переключатель. Теперь я хотел поговорить о способах создания наноструктур. Это большая проблема. Как вы помните, есть закон Мура. Значит, сейчас 45 нанометров. Вот как сделать транзистор размером 45 нанометров или меньше? Для этого нужен какой-то шаблон, правильно? Потому что все транзисторы должны быть во всех устройствах, если вы делаете их массово, должны быть одни и те же. Но как сделать этот шаблон? С очень маленьким размером, маленькое расстояние. То есть нужна соответствующая технология. Обычно это делается с помощью оптической технологии, оптической литографии. А именно, засвечивается образец, там есть светочувствительный слой, и там, где есть засветка, после этого наносится такое разрушающее слой химическое вещество,
Там, где есть засветка, оно там разрушает, а там, где нет засветки, не разрушает. Вот таким способ оптической литографии. Но тогда вы должны уметь освещать очень маленькие пятнышки. Вот как сделать маленькие пятнышки? Можно ли сделать пятнышки меньше, чем 45 нанометров? Вот скажите, пожалуйста, если у вас свет длиной волны 80 нанометров, можно ли сделать пятнышко 45 нанометров? Как вы думаете, можно? Почему? Правильно, нельзя локализовать свет меньше длины волны. Это так называемый критерий Реле. А за счет чего? Qui interagissent de façon différente avec la lumière. Значит, оказывается, существует такое явление дифракции. Оно основано на том, что если имеется отверстие некоторое, то свет, проходя через отверстие, ну или вот возьмем линзу, через линзу свет проходит, он создает изображение точки, изображается не в точку, а в некий кружочек размером порядка длины волны. И это связано вот с явлением дифракции. Дифракция на отверстии. Значит, это либо у вас будет в курсе физики в разделе оптики, либо вы будете изучать это позже в институте более подробно. Так вот, из-за этого явления дифракции, невозможно создать технологию с размером, используя длину волны, скажем, видимого света, невозможно сделать устройство с размером меньше, скажем, 40 нанометров. Потому что это противоречит вот этому критерию. Что же делать? Вот правильно. Значит, нужно делать, тогда работать с ультрафиолетом. А если мы хотим сделать размер 10 нанометров, значит, нужно делать рентгеновский источник. Или вакуумный, или, как говорят, близкий рентгенской области. Совершенно верно. Именно так и делают. Но это колоссальная проблема, потому что нужен источник, который бы был достаточно мощный для того, чтобы производить соответствующие действия. Он должен работать в течение десятков тысяч часов и иметь размер, он должен умещаться на столе. Иначе промышленности будет невыгодно, будет это невыгодно. Сейчас такие источники в области вакуума ультрафиолета еще не созданы. И это колоссальная проблема, в которую фирмы вкладывают миллиарды долларов. И вот один, например, по этой причине нужно двигаться несколькими путями. Создавать соответствующие источники со все меньшей и меньшей длиной волны, для того, чтобы оптическая литография работала и в области меньших длин волн, либо придумать что-то еще. Вот одна из возможностей состоит в том, вот в нашем институте, например, вот эта группа занимается созданием источников как раз далекого вакуума ультрафиолета. У них большие успехи в этом деле. Но есть другой способ, я, к сожалению, о нем подробно не могу распространяться. Этот другой способ состоит в том, чтобы использовать источники не в далеком поле, не дальние, а вот непосредственно вблизи самого источника излучения. Вот когда я говорю, распространяются звуковые волны. Ну, допустим, значит, я говорю примерно, значит, какой спектр частот? Ну, мужчина это примерно там от 50 Гц, может побольше, килогерц, и где-нибудь до
где-нибудь до 10, наверное, килогерц. У женщин выше существенно. Давайте посмотрим, с какой характерной длиной я разговариваю. Какая длина волны? По длине волны можно показать, что некую информацию я могу до вас донести с помощью длины волны, которая будет больше, чем расстояние между нами. Это называется ближнее поле. То есть источник находится на расстоянии меньше, чем длина волны. То есть, оказывается, можно передавать информацию не с помощью распространения волн, а в ближнем поле. И то же самое можно сделать и в оптике. То есть имеется источник, и ближнее поле, оно может производить какое-то действие или снимать какую-то информацию. Вот на этом основаны устройства, которые называются ближнеполевыми микроскопами оптическими. И вот оказывается, для них критерия, вот о котором мы с вами говорили, критерия Релея не существует, потому что критерий Релея связан с интерференцией волн на больших расстояниях. А для интерференции нужно, чтобы соответствующие длины были больше длины волны. А здесь значительно меньше длины волны. Этого ограничения нет. И по этой причине пространственное разрешение может быть существенно больше критерия Релея. На этом основаны многие устройства. И вот мы сначала просчитали распределение полей, например, вблизи иголочки, которая освещается лазером. И оказывается, вблизи иголочки возникает яркое пятнышко, подобно тому, как в громотводе. Вот почему работает громотвод? Поднимите руки, кто знает, почему работает громотвод. Два человека. Почему работает? Dont on s'est rendu compte il y a quelques années à la suite des expériences de Madame Wu. Абсолютно правильно. Напряженность поля резко возрастает. Больше поля пробоя. Вот именно. По этой причине и работает громотвод. И вот здесь также, представьте себе острие, размер очень маленький, и тогда вы освещаете светом, а напряженность поля вблизи острия существенно больше, чем вдали. И тогда в этой области вы можете создавать мощное воздействие на объект, которого касается иголочка. То есть можете с помощью вот этого сильного поля выжигать какие-то буквы, переносить информацию. То есть можете записывать информацию вот этим усиленным полем. Ну вот расчеты это показывают. И вот мы проделали соответствующие эксперименты, и вот видите, начали писать какие-то буквы с помощью вот этого яркого пятнышка под иголочкой. Вот, например, провели черточку. А черточка, если вы видите, здесь полоска толщиной 20 нанометров. 20 нанометров, ну или 200 ангстрем. А длина волны была 800 нанометров, то есть 40 раз лучше релеевского предела. Вот как работает ближнее поле. Вот это один из способов возможной технологии. Существуют другие, вот сейчас рассматриваются возможности. Например, наноимпринтинг. Делать шарики с помощью какой-то самоорганизации, они возникают в процессе роста, а потом вдавливать их в какой-то мягкий материал. Вот этот способ технологии. Ну и возникают еще разные способы. Еще об одной важной области нанотехнологий — создание нового типа материала, инженерия материалов. Мы привыкли к тому, что материалы материал — это нечто сплошное. Ну вот сталь, кусок стали, кусок железа, из нее делаются детали. Но можно делать специальные конструкции материалов с нужными свойствами. И можно сначала их рассчитать, это и делается сейчас и в микроэлектронике, и в тех областях, о которых я рассказывал, а потом конструировать соответствующий материал.
И вот пример такого материала. Вот представьте себе, что я сформировал решетку периодическую из одного какого-то материала. Вот примерно вот такой. За счет периодичности, мы с вами говорили, что за счет периодичности у электронов есть зонный спектр. И на этом основана вся микроэлектроника. А здесь периодичность имеется не для электронов, а для фотонов. И значит, у фотонов точно так же должен быть зонный спектр. И значит, должна быть запрещенная зона для фотонов. Где бы это можно было бы использовать? А очень просто. Как вы думаете, вот если есть электрическая лампочка, ну, здесь хорошие лампочки, здесь не очень емкие, это люминесцентные лампы. А вот лампы накаливания, какой КПД ламп накаливания, как вы думаете, сколько? 3%. Почему 3%? Потому что температура порядка около 2000 градусов, а при этом вся энергия в основном в инфракрасной области. На электричество в мире идет порядка несколько десятков миллиардов, вот на это освещение, несколько десятков миллиардов долларов. И несколько десятков миллиардов долларов мы греем комнату, вместо того, чтобы ее освещать. А вот представьте себе, что мы бы сделали источник из вот такого типа. Это называется фотонный кристалл, по аналогии с кристаллом для электронов. И сделали бы щель как раз в инфракрасной области. Щель в спектре. Тогда бы он бы не излучал в этой области. И тогда КПД резко бы возросло. И мы бы выиграли десятки миллиардов долларов. Вот каким образом фундаментальная наука связана с экономикой и с технологией. Существует ряд других возможностей для метаматериалов. Например, создавать искусственные материалы невидимые. Ну, это стелс-технология. Вы знаете, значит, можно делать такие покрытия, чтобы радиолокаторы почти не видели соответствующий самолет. Что очень важно для военной техники. Ну, я, пожалуй, пропущу другие способы. Вот, в частности, в нашем институте используют камеру обскуру для получения наноструктур. То есть вместо линз используются маленькие отверстия для создания изображений. Но изображений не для фотонов, а для атомов. И таким образом строят различные... Вот, например, символ нашего института, лямбда, это длина волны. Меньше 50 нанометров. Вот эту буквочку нанесли с помощью освещения атомами. Ну и в заключение я хотел сказать о нескольких проблемах нанотехнологии. Ну, во-первых, это проблема изготовления различных чипов, различных масок для литографии. И в этой связи возникает ряд фундаментальных вопросов, связанных с ограничением вот релея. То есть либо нужно создавать источники с очень короткой длиной волны, либо пойти каким-то другим путем. Во-вторых, возникает вопрос, вообще будет ли переключение на новые методы? Будем ли мы работать все время с одним и тем же материалом? А сейчас материал вот для транзисторов — это кремний, потому что он самый дешевый. Вот. Все остальное слишком дорого для промышленности. Значит, если мы дойдем до предела какого-то, то, возможно, нам помогут в электронике нанотрубки. Если при массовом производстве они могут быть вполне уже дешевыми. Электроника, основанная на молекулах. Возникает очень важная проблема сверхплотной записи информации. То есть сейчас, в принципе, можно было бы записывать информацию не только на отдельных, скажем, можно было бы записать, например, информацию на отдельных кластерах магнитных, на одном кластере небольшом. Один бит информации. Может быть, резко повысить
плотность информации, записывая не побитого, а используя некие квантовые свойства, так называемые QB. Возникает ряд важных проблем технологий, связанных с использованием метаматериалов, то есть искусственных материалов, которые, то есть инженерия материалов уже началась, которые сначала рассчитываются на компьютере, а потом они создаются. Вот, в частности, вот пример фотонные кристаллы, покрытие сверхплотное и так далее. Есть серьезный прогресс в технологии изготовления наноэлектромеханических систем. То есть возможно ли создавать нанороботы, которые могли бы быть полезными, например, в медицине. У нас тоже есть несколько изобретений в этой области. Либо нанороботы, которые были бы полезны в военном деле и так далее. Возникли сейчас новые области исследований и передачи, и технологий передачи информации, наноплазмоника и другие. Кроме того, я хотел сказать, что нанотехнология вот, очень тесно связана с фундаментальной наукой. Вся она основана на фундаментальной науке, но в свою очередь нанотехнология помогает создавать такие приборы и такие устройства, на которых и будут сделаны выдающиеся фундаментальные открытия. Они друг без друга не могут быть. И вот в последнее время было много таких замечательных открытий, связанных, в частности, дробный квантовый эффект Холла, вот открытие графена с его удивительными свойствами. Я, к сожалению, не могу входить в подробности. По этой причине я хотел бы в этом смысле сказать, что дерзайте, и закончить словами Рильке. Борис Пастернак считал его своим учителем в поэзии. Все, что ваш ум из памяти возьмет, когда-то в жизни обратится в благо. Спасибо за внимание. Je ne suis pas un spécialiste en laser, un expert en laser, je suis biologiste. Et nous travaillons dans une équipe internationale. C'est l'Institut de biophotonique Yangming Taïwan et centre de médecine moléculaire. Nous avons monté des expériences à Taïwan en utilisant le laser rouge à picoseconde sur les embryons des mammifères, vraiment sur des embryons de très petite taille. Et nous avons voulu comprendre s'il était possible d'utiliser uniquement le laser, pas d'autres instruments de chirurgie micro. Toutes les méthodes de microchirurgie sont assez traumatisantes et complexes. C'est pourquoi le taux de survie après ces opérations est très peu élevé. Et l'idée d'utilisation du laser, à notre avis, il s'agit des clones. Il s'agit des clones. Les clones. C'est la création des clones. Cette technologie est utilisée pour le clonage reproductif. Ensuite, le rayon laser, à la différence de l'instrument en verre, qui traverse le tissu, n'agit que sur le foyer, sur le point qu'il doit atteindre. Et puis, on a découvert le rayon laser peut déplacer un objet, ce qui utilisait comme pincette pour déplacer les cellules elles-mêmes. Et les opérations microchirurgicales, notamment les opérations de clonage, ont plusieurs étapes. Nous avons pu, grâce au laser, montrer la possibilité de principe de réaliser les opérations uniquement à l'aide de laser. Uniquement.
Et nous allons continuer ce travail avec mes collègues étrangers, avec l'Institut de physique chimique, en utilisant le laser à impulsion de quelques femtosecondes. Les opérations microchirurgicales sur l'embryon humain pour la correction des différents défauts, c'est un sujet d'actualité parce que dans le traitement des maladies héréditaires et notamment pour la préservation des animaux, des espèces en voie de disparition. Ce sont les lasers à semi-conducteurs, oui. Alors, le laser, c'est à Taïwan, nous n'avons pas ce laser. Portnoy, il y a longtemps, a fait des premiers lasers de ce type et nous avons envoyé un télégramme à un congrès du parti. Et pourtant, les expériences sont montées à Taïwan. C'était qui on s'occupe des choses complètement différentes depuis 20 ans. Bien. Chers amis, voilà, une application peu habituelle, application de laser pour le clonage, qui permet, qui n'est pas traumatisant pour la cellule. Et maintenant, en conclusion, je voudrais vous dire, imaginez que vous êtes jeune, plein d'énergie, que vous savez tout ce que vous savez maintenant. Mais vous faites un effort avec les connaissances que vous avez maintenant, en 100 ans du succès. Je voudrais adresser cette question aux jeunes physiciens qui regardent sur Internet où se trouvent les domaines de l'avancée dans le domaine de laser, d'après vous. C'est à toi de parler. La question est intéressante. Hélas, je ne peux pas la répéter. L'impression que j'ai, c'est que moi je m'occupe de la fibre optique, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous faites maintenant. Je pense que ce domaine est immense et il offre de très larges perspectives, Monsieur Duclos. Et vous vous occuperiez de quoi? Peut-être vous deviendrez un chirurgien? La question peut se voir de deux façons. D'abord, est-ce que c'est encore en physique des lasers qu'il faudrait se diriger maintenant? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce que c'est dans d'autres domaines de la physique? La physique aux interfaces, ça peut être effectivement physique en médecine et en biologie qui se développe très très vite. Ça pourrait être en astrophysique aussi, qui est quand même un sujet qui a encore énormément à faire. Mais si on veut rester plus près du domaine des lasers, moi, ce que je vois en ce moment, il y a eu une course aux courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire aux très fortes énergies sur les lasers. Et on est arrivé à des limites. Les longueurs d'onde les plus courtes, c'est aux il faut passer à une autre technologie que connaît bien Claude Quintailloudi, c'est d'utiliser des atomes au lieu d'utiliser des lasers et de faire le laser à atomes. Se faire le laser à atomes, mais est-ce qu'on ne peut pas faire avec les atomes, avec l'optique atomique et l'interférométrie atomique, tout ce qu'on a fait en optique, avec cette fois-ci des longueurs d'onde beaucoup plus petites et donc une précision spatiale ou décuplée. Est-ce que on peut envisager que
dans 20 ans, dans 30 ans, de faire des lasers atomes deviendrait tellement facile qu'on pourrait les utiliser dans la vie courante. Ça, c'est un problème technologique et à partir de là, s'ouvrir de nouvelles perspectives. Спасибо, господин. Merci beaucoup, Monsieur Tanucci, Cohen Tanucci, je vous en prie. Si vous voulez, il m'est arrivé dans mon parcours, à plusieurs reprises, on me demande de faire partie d'un comité de prospective. Souvent, le gouvernement demande un comité de prospective, il réunit des scientifiques, et il leur demande, à votre avis, quelles sont les découvertes importantes, les sujets intéressants qui vont se produire dans les 10 prochaines années. Alors, on se réunit, on travaille beaucoup, on discute, on rédige un rapport, et mon expérience, c'est qu'en général, les choses importantes qui se produisent dans les 10 ans qui suivent n'ont pas été prévues. Et c'est ça qui fait que la recherche est intéressante. En général, les développements les plus importants, les plus significatifs, les plus porteurs d'applications sont en général très difficiles à prévoir. Bien sûr, on sait qu'il faut développer la recherche sur un certain nombre de fronts, un certain nombre de frontières. Mais les percées qui vont se produire, les applications importantes qui vont apparaître, en général ne sont pas prévues. Le laser, personne n'avait prévu le laser, qu'il allait avoir tant d'applications. Autre exemple, l'imagerie par résonance magnétique qui est maintenant couramment utilisée dans tous les hôpitaux. Personne n'avait pensé, on pensait que la résonance magnétique, c'était un sujet qui était fini, qui était épuisé. Donc, et les semi-conducteurs aussi, quand ils sont apparus, personne ne pensait que ça allait avoir l'explosion d'applications qui en est résultée. Donc, je pense que c'est ça qui est amusant, finalement, dans la recherche, c'est que ce qui va être le plus intéressant, c'est ce qu'on ne prévoit pas aujourd'hui. Mais je suis certain qu'il y aura des choses intéressantes et passionnantes. В общем, надо просто много работать. Il faut juste continuer à travailler dans ce domaine-là. Si j'avais 20 ans, même si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, je me serais inscrit à l'université de Saint-Pétersbourg. Je serais allé chez Alyosha Zhukov, qui est professeur là-bas, pour obtenir les connaissances qu'il a, et Michal Dubina aussi, qui est spécialiste des nanotechnologies, parce que je pense qu'il est très important de connaître toutes les disciplines transverses, la biologie, la physique. Par exemple, les biologistes, ils ne savent pas ce que savent les physiciens, et pour l'apprendre, il faut être transversal, il faut être polyvalent. Je pense que les lasers, pour les applications laser, c'est très important. Je pense que nous avons obtenu un panorama, une photo assez correcte de ce qui se passe dans le domaine des lasers. Maintenant, à vous, si vous voulez me poser des questions, je vous en prie, prenez le micro, et aussi les questions par Internet. Je voudrais poser une question à M. Alferov. Les lasers et la technologie moderne sont très complexes, mais dans les discussions que l'on a avec les chercheurs russes et étrangers concernant l'enseignement supérieur, concernant le processus de Bologne, tous nous disent que le processus de Bologne va faire baisser le niveau d'enseignement supérieur en Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme de l'enseignement supérieur en Russie et du processus de Bologne? Merci. Bien évidemment, je peux répondre.
Le système LMD, licence, master, doctorat, il y a des aspects positifs. C'est bien. Voilà, vous avez obtenu votre licence après 4 ans d'études et après vous vous dites, voilà, je vais changer d'orientation. Vous pouvez obtenir votre master dans un autre domaine. Mais pour pas mal de spécialités, ça va pas du tout. Uniquement, on peut accepter si tous ceux qui ont la licence continuent avec le master. Et nos collègues français, qu'est-ce qu'ils pensent du processus de Bologne, de la réforme de l'enseignement supérieur? C'est ma femme qui appelle. Il faut répondre. Je suis avec mon ami M. Cohen-Tanouji. On répond aux questions. Je te rappelle tout à l'heure. Excuse-moi. Monsieur Duclois. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement supérieur, de la réforme de l'enseignement supérieur en France? Est-ce que vous pensez que les études fondamentales souffrent du processus de Bologne? Le système LMD, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Une question difficile. On ne sait pas où nous allons dans l'enseignement supérieur. Le processus LMD, comme on l'appelle, c'est un processus d'harmonisation à l'intérieur de l'Union européenne. Et le grand intérêt, c'est qu'il permet une mobilité extrêmement importante des étudiants entre les différents pays européens et les universités. Il est clair que cette harmonisation se fait d'une certaine façon et on ne sait pas exactement où on va. Il ne faut pas que ce soit une harmonisation par le bas, si je puis dire. Il faut être sûr que le niveau des études sera maintenu. Et personnellement, je ne suis pas suffisamment dans les structures de discussion européennes, qui discutent du processus de Bologne pour savoir si on va dans la bonne direction. Je me pose encore beaucoup de questions, je dois dire. Désolé pour cette réponse, mais... Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup. On va revenir au laser. Nous avons 3 questions qui nous arrivent par Internet de Saint-Pétersbourg et de Krasnodar. Ça parle des écolasers à Kuban, à Krasnodar. Et l'Institut de physique de Moscou a développé un laser sans pareil dans le monde, la puissance à base de plomb, 20 mégajoules, c'est-à-dire plus puissant que le laser du laboratoire de Livermore. Et j'espère que les traducteurs pourront traduire. Ces lasers de faible dimension sont nécessaires pour la médecine, pour le traitement des tissus, pour le traitement des tissus sclérosés, pour les traitements biochimiques. Hélas, ces études ne sont pas soutenues par l'État et nous développons ces lasers sur nos fonds propres. Est-ce que vous pourrez vous prononcer sur l'actualité de ces études concernant les lasers infrarouges? C'est à Ivan Alexandrovitch de l'Institut de la physique générale de répondre. Prenez votre micro, je vous en prie. Ces lasers, il y en a beaucoup, il y en a un très grand nombre et
dire si ces lasers que développent ces messieurs-là sont utiles ou pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les lasers dans la médecine sont très largement utilisés. On les utilise avec beaucoup de succès. On a parlé tout à l'heure de 20 millijoules. C'est 2 fois plus puissant que ceux du laboratoire de Livermore. Livermore, c'est ridicule pour ceux qui s'y connaissent. Moi, je comprends. 20 millijoules, c'est très peu d'énergie pour qu'on puisse utiliser ce type de laser à large échelle. Alors que c'est plusieurs dizaines de fois, ça doit être plusieurs dizaines de fois plus puissant. Il faut augmenter la longueur d'onde. Alors, il y aura d'autres applications. Pour ce qui concerne le soutien financier de ces études, alors, financièrement, c'est soutenu. C'est soutenu par l'Académie des sciences. La question à tous les participants, Alexei Smirnov, est-ce que les lasers sur fibre d'optique vont bousculer les lasers à semi-conducteurs? Est-ce qu'il y aurait une niche pour les lasers à semi-conducteurs? Il n'y a pas besoin de bousculer les lasers à semi-conducteurs parce que ces lasers se recombinent très bien avec les lasers à fibre optique utilisés comme pompage. Ce sera une alliance, oui, ce sera une alliance. Cette alliance qui existe depuis longtemps. Je pense que M. Smirnov est satisfait. Est-ce qu'il y a des lasers à longueur d'onde variable? Et combien est-il possible de longueur d'onde pour un laser? Peut-on réaliser un laser dont on peut faire varier progressivement la longueur d'onde? Oui, ça existe. Est-ce que la lumière qu'on voit avec le pointeur à laser peut altérer la vue? Il y avait des personnes qui étaient aveuglées par laser, avec un pointeur à laser. Est-ce qu'il y a des classes de danger pour le laser en ce qui concerne? Donc, oui, si depuis la tribune, c'est peu probable, mais avec un pointeur à laser, alors là, dirigé directement sur l'œil, c'est possible. Est-ce qu'il y a des classes de danger pour les lasers? Bien sûr, bien sûr, il y a des classes de danger. Les pointeurs étaient rouges. C'est très mal perçu par l'œil, donc il fallait augmenter la puissance. Maintenant, ce sont les pointeurs à base de faisceaux verts. C'est beaucoup plus cher en même temps. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile à faire. C'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile à faire? Les cristaux sont différents, les vapeurs ne sont pas les mêmes. Le laser rouge utilisé comme pour pointeur, c'est le même laser qu'on utilise pour les lecteurs CD ou DVD. Ça coûte des poussières, des kopecks. Qui a le micro? Si, bonjour, j'ai une question. Vous dites que les jeunes chercheurs doivent bien choisir le domaine. Le mois prochain, au laboratoire de Livermore, lancer quoi? Avoir la première réaction thermonucléaire en utilisant le laser. Et c'est prévu le mois prochain à Livermore.
Très bien. Ces travaux à Livermore se poursuivent depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Et quand nous avons commencé à coopérer au début des années 90, le laboratoire de Prokhorov et le mien, nous avons coopéré dans ce domaine avec Livermore. Oui, en 20 dernières années, ils sont allés plus loin que nous. Oui, c'est clair. C'est intéressant, oui, c'est très très intéressant comme orientation qui a plusieurs aspects. D'un côté, c'est l'énergie thermonucléaire. Cela peut donner l'énergie thermonucléaire, mais c'est la simulation d'une toute petite explosion thermonucléaire en même temps. Parlons. Et pourtant, ce n'est pas industriel. Ce sera au siècle prochain. Si ça se produit. Combien, Monsieur Alferov, être structure à 30 couches, combien ça coûte et est-ce qu'on peut parler de l'application en masse? 30 couches, on peut le faire en quantité. Cela coûte du procédé de fabrication, du mode de fabrication, une trentaine de couches. Ce sont les piles voltaïques, la société Liber en France est leader dans ce domaine, et Epitaxy, on peut décomposer produire les grandes structures, les piles voltaïques, Epitaxy au laser, une seule structure permet de faire des dizaines de milliers de lasers. C'est une méthode technologique très efficace. Une centaine de couches, ça peut se faire. Tout dépend de l'appareil que vous avez fabriqué. Le laser à cascade que j'ai déjà mentionné, c'est des centaines de couches. Et pourtant, c'est parfaitement économique parce que cela permet de créer des lasers infrarouges 5 à 6 microns, fonctionnant à la température ambiante, qui ont des applications médicales pour contrôler votre expiration, pour diagnostiquer les maladies pulmonaires, pour faire beaucoup d'autres choses. Et lorsque cela se fait, c'est parfaitement efficace et c'est rentable. La question. Je peux poser la question en français. De vous connaître les protagonistes et je voudrais en particulier dire un grand merci à M. Cohen-Tannoudji pour ses merveilleuses conférences au Collège de France qui étaient illuminantes, passionnantes et en plus quelque part poétiques, avec pleine d'imagination. En tout cas, ma question est la suivante. Nous avons parlé du fait que les lasers permettent la transmission de l'information, et les fibres optiques en particulier, qu'elles jouent un grand rôle dans la transmission. Mais n'y a-t-il pas également des applications dans la conservation et dans la transformation de l'information? Puisque l'information aujourd'hui est un immense champ en développement gigantesque. Nous allons atteindre maintenant des limites physiques. Et petite parenthèse, j'ai vu que par exemple un pixel, c'est quelque chose qui est une fraction de millimètre seulement. Alors, je sais bien que c'est parce que les capacités d'ordinateur ne permettent pas d'engranger une grande quantité d'informations, on est limité. Mais est-ce que dans le domaine de l'information, de la transformation, de l'action sur l'information, les lasers pourraient-ils pas également rebondir? Oui, je peux répondre à cette question. Il s'agit là d'un domaine extrêmement important et sur lequel de nombreuses équipes travaillent dans le monde. Ce domaine s'appelle l'information quantique. Il s'agit de réaliser avec des atomes et des photons des systèmes capables, comme vous le dites, de traiter l'information, de la crypter et de la transmettre
Et peut-être dans un stade, je ne sais pas au bout de combien de temps il arrivera, de réaliser ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Il y a déjà des dispositifs, même qui sont commerciaux, qui permettent de faire ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Et la plupart de ces systèmes fonctionnent sur des atomes et des photons. Et dans ce domaine, les lasers, évidemment, jouent un rôle tout à fait de premier plan. Et les meilleurs dispositifs, ceux qui paraissent les plus prometteurs dans ce domaine de recherche, qui mobilisent beaucoup de crédits, beaucoup de chercheurs dans le monde entier, ce sont des systèmes utilisant des atomes piégés, des ions refroidis et excités par des faisceaux laser. Et c'est la possibilité pour l'atome d'avoir deux niveaux, de réaliser ce qu'on appelle un bit quantique, un qubit, qui est à la base de toutes ces recherches. Donc vous avez raison, là c'est une des applications potentielles des lasers qui est encore un petit peu futuriste. Je ne sais pas quand elle réellement débouchera, mais on peut penser que des révolutions se produiront dans ce domaine. Et comme vous le dites, il est important d'y penser parce que les ordinateurs classiques arrivent maintenant à leurs limites. On arrive aux capacités maximales qu'on peut envisager et il faut une nouvelle technologie pour aller plus loin et l'information quantique fournira certainement cette technologie. Добавить, господа, никто не хочет? Прекрасно. Прекрасно. Вопрос. Ни для кого не секрет, что les lasers, c'est une technologie quantique. Il y a eu pas mal d'études, notamment réalisées par Rosanov. Ma question est très simple et complexe à la fois. La mécanique quantique, c'est quoi comme science? Pas mal d'expériences qui ont été réalisées ont démontré qu'il y a deux solutions principales. Soit on reconnaît l'absence de localité quantique, soit on dénie l'existence de la réalité. C'est le concept de Copenhague. Vous en tenez à quel concept? Est-ce que c'est local ou pas local, ou il n'y a pas de réalité du tout? Lequel de ces deux concepts vous est plus proche? Monsieur Evgeny, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Messieurs. Nous arrivons à une époque de la science où la mécanique quantique est absolument incontournable. Tous les phénomènes physiques que nous connaissons ne peuvent se comprendre, surtout à l'échelle microscopique, que dans le cadre de la mécanique quantique. Et toutes les fois que la science avance, on est obligé de réviser nos concepts intuitifs. Et évidemment, tout le monde est au courant d'un grand débat qui a eu lieu, qui a été initié par Einstein, Podolsky et Rosen dans les années 30, sur le fait que la mécanique quantique semblait en contradiction avec l'idée d'une réalité locale. Alors, pendant un certain temps, c'est apparu comme une question de philosophe, mais depuis quelques années, on a, à la suite des travaux de John Bell, on a réussi à formuler les questions en termes expérimentaux. Et on a réussi à proposer des expériences qui permettraient de trancher entre l'idée d'une réalité locale et puis ce que décrit la mécanique quantique. Et ces expériences ont donné raison à la mécanique quantique. Donc il faut se faire à cette idée. La nature obéit au concept quantique et il faut s'y habituer. Alors ce qui est important, ce qui est remarquable, c'est que ces questions qui semblaient purement philosophiques et un petit peu inutiles, maintenant sont à la base des développements qui ont lieu en information quantique. Ce sont les états intriqués, qu'on appelle intriqués, qui sont si difficiles à comprendre avec notre intuition classique, qui permettent de transférer l'information et qui permettent de réaliser ce qu'on appelle l'information quantique. Donc on arrive, après toute une série de considérations philosophiques, à l'idée maintenant que ces concepts quantiques qui nous paraissent un petit peu difficiles à comprendre dans le cadre de notre intuition classique sont fondamentaux et sont utiles. Ils peuvent avoir des applications. Так в итоге мы о чем? Alors c'est
Alors c'est la réalité locale qui prime. D'autres questions, je vous en prie. Bonjour, je fais mes études à l'Institut de physique de Moscou. C'est vrai, le processus de Bologne, c'est bien. Je pense que tu peux, entre la licence et le master, tu peux changer d'orientation. Moi, je voudrais poser la question suivante. Beaucoup de chercheurs russes émigrent vers l'étranger ou poursuivent leurs études à l'étranger. Est-ce que vous pensez que c'est bien que des Russes, des jeunes vont étudier à l'étranger, ou vous pensez qu'il faut financer leur carrière en Russie? Monsieur Alferov, est-ce que vous avez des jeunes Français qui travaillent chez vous? Oui, il y a des Français qui travaillent, mais pas longtemps, qui font des stages avec la Société Reber. Nous faisons des projets en commun, mais la question a été mal posée. On ne peut pas ordonner aux gens de ne pas partir. On ne peut pas ordonner aux gens de pas faire des choses dans le secteur privé. Il faut que la science soit mieux financée, il faut qu'elle soit soutenue par l'État, parce que sinon les gens vont travailler dans le privé ou partir à l'étranger. Les gens essaient de se caser quelque part, là où ça rapporte le plus. Il faut bien évidemment réunir les conditions pour le développement de la science en Russie. Soulève un point très important. Je crois que ce dont souffrent toutes nos sociétés actuelles développées, c'est le fait qu'on ne valorise pas assez auprès des jeunes les carrières scientifiques. Il faut mettre la priorité, à mon avis, sur l'éducation et l'enseignement supérieur et sur l'enseignement de la recherche. Il faut faire en sorte que cette carrière soit attractive, qu'elle jouisse d'une considération suffisante dans la société, et ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Actuellement, les médias mettent plus l'accent sur les chanteurs de rock, les joueurs de football ou les banquiers qui gagnent des salaires mirobolants. Elle ne met pas assez l'accent sur l'importance de la culture, pas seulement scientifique, de la culture dans tous les domaines, sur l'importance de l'enseignement, de s'instruire, apprendre, découvrir des idées nouvelles. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Et c'est ça qu'il faudrait, je ne sais pas comment faire, mais il faudrait faire en sorte que la société accorde plus de respect, plus de considération aux gens dont la vocation est d'essayer de faire progresser la connaissance. Monsieur Duclos, вы говорили о мобильности. Vous avez parlé tout à l'heure de la mobilité grâce au processus LMD. Les chercheurs français, une fois diplômés, où est-ce qu'ils vont se caser? Aux États-Unis, où ils font des stages et puis ils reviennent en France pour travailler, ou ils se casent quelque part en France? Cette mobilité, c'est pour aller où? C'est un problème assez fondamental, je pense, qu'on pose, qui est effectivement la mobilité et les conditions de la mobilité. On sait que la science est internationale et au fond, on n'a jamais pu empêcher les chercheurs ou même je dirais au Moyen Âge, on pouvait pas, et à la Renaissance, on ne les a pas empêchés de bouger, d'aller d'un pays à un autre. L'Europe existait à la sortie, à la Renaissance, enfin, ils allaient d'un pays à un autre. Ça existe encore maintenant, et le seul problème, c'est de faire en sorte
que, si je puis dire, les chercheurs ou les étudiants qui partent à l'étranger soient remplacés par des étudiants et des chercheurs qui viennent, et éventuellement que ce processus soit réversible. Donc il faut qu'il y ait des bonnes conditions de travail dans tous les pays. Alors, pendant très longtemps, on a expliqué que le pays de cocagne, c'était les États-Unis. En fait, il y a eu effectivement une fuite de cerveau vers les États-Unis, mais c'était une fuite de cerveau dans certains pays et moins dans d'autres. Alors il se trouve que la France, il y a eu une certaine fuite de cerveau, mais elle était faible, peut-être parce que les Français partaient aux États-Unis et revenaient parce qu'ils ne trouvaient pas aux États-Unis le cadre de vie qu'ils aimaient. Et donc ils revenaient en France. Enfin, ça n'a pas été le cas tout le temps, mais on a vu cet échange réversible. Ça me paraît extrêmement important, mais je dirais, si vous permettez que j'aille un peu plus loin, c'est un problème qu'on a maintenant avec les pays émergents. Les pays qu'on appelle en voie de développement ou les pays émergents. Comment faire en sorte que la coopération qu'on peut avoir avec eux soit vraiment réversible et qu'elle leur serve. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont retrouver, lorsqu'ils envoient, moi je pense au Brésil par exemple, que je connais très bien parce que j'ai eu énormément de collaboration avec le Brésil, est-ce que les étudiants brésiliens qui vont venir étudier chez moi vont repartir au Brésil de façon à ce qu'il y ait un retour sur investissement, quelque chose comme ça. Et ça dépend beaucoup des conditions qu'on leur offre au retour. Et par exemple, le Brésil, maintenant, qui est en train d'émerger rapidement, les offre et les étudiants brésiliens retournent. Ça, on l'a vu. Donc, il faut que pour la Russie, pour un certain nombre de pays, on assure ça. Et ce que disait Claude Cohen-Tanouji, à savoir, est-ce qu'on considère la science, est-ce qu'on lui donne des conditions de travail faciles, équivalentes, est-ce que c'est mis en place, ce qui permettra un retour? Toutes les collaborations que j'ai eues avec la Russie dans le domaine de la physique des lasers, j'ai toujours essayé de faire en sorte que soit les professeurs, soit les chercheurs ou enseignants-chercheurs qui viennent en France repartent en Russie. C'est-à-dire que je pense que c'est très mauvais de faire venir des chercheurs dans un seul sens, parce qu'on tarit la source quelque part. Il faut repartir de façon à créer les conditions de la collaboration, et il faut effectivement que ça se passe dans l'autre sens. Alors, j'ai un exemple comme ça qui me vient, pour ceux qui connaissent, en 1989, vous voyez, donc encore à l'époque de l'Union soviétique, il y avait un étudiant qui est maintenant un très grand chercheur dans le domaine des atomes froids, qui s'appelle Rudi Grimm, qui travaille actuellement à Innsbruck, et qui est vraiment un des grands chercheurs dans ce domaine, venait de finir sa thèse à Zurich, au Polytechnicum de Zurich. Et où est-il allé faire son postdoc? Chez Letokov. Un an, il a passé un an en Russie. D'ailleurs, il est revenu avec une femme russe aussi. Mais je veux dire, c'était quelque chose d'assez étonnant. Je veux dire, c'était étonnant pour tous ceux qui l'ont vu à l'époque, mais je pense qu'on devrait généraliser ça. Alors, Letokov, effectivement, lui, offrait des idées qui pointaient dans toutes les directions et très loin. Mais on pouvait apprendre beaucoup de choses en un an. Et il est reparti, il est revenu en Europe. Et puis il a eu la carrière qu'il a eue. Donc c'est vraiment un problème d'équilibre dans l'échange qui est très important. Et il faut que la Russie assure cet équilibre. C'est uniquement si on a vraiment un financement pour la recherche fondamentale qui est important que ce sera possible. Si le système universitaire russe, que contrairement à ce qu'on a pu discuter, je considère être très bon personnellement, est maintenu, c'est très important de le garder. Et à ce moment-là, on aura ces échanges-là. Merci. Спасибо. Вот вопрос. Merci. Une autre question. Je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit mon collègue, M. Duclos. La science est internationale et on peut faire de la science partout à travers le monde. Mais la science en Russie, l'Académie des sciences russes, qui a été fondée par Pierre le Grand,
parmi ses membres, il y a eu Bernoulli, Kmelin, Miller, et notre science s'est développée grâce à cette participation internationale. 7 ans après la mise en place de l'Académie russe, le physicien suisse Schiltinger, qui n'aimait pas notre climat, il a dit, si vous voulez faire de la science, la physique ou d'autres sciences naturelles, en Europe, vous pouvez le faire à Londres, à Paris et à Saint-Pétersbourg. Mais le mieux, c'est à Saint-Pétersbourg parce que Pierre le Grand y a amené tant d'équipements, d'équipements de laboratoire qui rendent les études scientifiques plus faciles. Et donc, si on réunit toutes les conditions possibles pour la science, alors ça va favoriser les échanges. Je peux rajouter quelque chose? Pierre le Grand, c'est trop loin. J'ai été en Chine tout à l'heure et la Chine investit beaucoup d'argent dans les recherches scientifiques. Mais les Chinois, les chercheurs, les étudiants chinois qui s'en vont à l'étranger, ils reviennent après dans le secteur privé, dans les études fondamentales, mais toujours en Chine. Ils vont faire des stages et je pense que si la Russie investit suffisamment dans la science, alors les chercheurs vont revenir. Il y a une autre question sur Internet. Vous voulez réagir par rapport à ce qui a été? Monsieur Cohen-Tannoudji, je suis désolé, mais je crois que les bons sentiments ne suffisent pas. Je crois que la chute de la culture par rapport au business est inéluctable dans ce monde mondialisé, dans lequel, je vais vous donner un petit exemple. Notre ambassadeur de France va aller au forum de l'innovation de Tomsk la semaine prochaine où je participe. Il est accompagné d'une importante délégation de 25 personnes. Il n'y a pas un scientifique qui y va. Il n'y a pas un scientifique, il n'y a que des businessmen. Et pourtant, c'est un moment important pour la science. C'est le forum de l'innovation d'une ville qui a une science extraordinaire, la ville de Tomsk. C'est une ville qui a énormément d'idées. Il y a une proportion d'étudiants considérable. Et je crois que il n'a pas tort. Il fait ce que la politique dicte. Et la politique est très éloignée des scientifiques. La politique, elle est proche dans tous les gouvernements, qu'ils soient russes, français, américains et chinois. Elle est proche du business parce que c'est ça le moteur actuel de l'existence. C'est malheureusement le capitalisme qui a gagné et pas le socialisme. Ça a été comme un verdict, comme une condamnation. Pour ce qui concerne la ville de Tomsk, les chercheurs ils ne sont pas des gens très aisés, donc ils n'ont pas eu d'argent pour y aller. Moi, je suis boursière de thèse, ou plutôt, il y a une question de cette boursière de thèse sur la physique des lasers. En Russie, automatiquement, on ne peut pas devenir docteur en sciences après avoir obtenu le doctorat en philosophie. Donc il faut soutenir sa thèse 2 fois. En France et en Russie, bien que ma thèse ait été faite déjà en France. Est-ce que vous pensez que l'on pourrait devenir docteur une fois en Europe sans devoir soutenir sa thèse en Russie? Le ministre Furstenko n'est pas là. Dans l'Union européenne, un doctorat est valable dans tous les pays. C'est la règle maintenant. C'est la règle. Et il y a d'ailleurs il y a la possibilité d'avoir un doctorat européen. Il faut s'inscrire dans 2 pays différents. Et la soutenance
doit être faite dans 2 langages différents qui ne sont pas nécessairement les 2 pays où on a fait sa recherche. Ça peut être par exemple l'anglais et sa langue propre. À partir de là, on a le doctorat européen qui est un diplôme européen. Mais le doctorat dans tous les pays européens, enfin de l'Union européenne, est reconnu dans les autres pays. Et même, je dirais, même en Allemagne, qui avait un système extrêmement strict, bon, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Il y avait un système très différent en Allemagne. А вы признаете наших докторов во Франции? Est-ce que vous reconnaissez le doctorat russe? En France, le doctorat russe est reconnu officiellement? Je ne sais pas pourquoi, mais si c'est pas pour être professeur, par exemple ou professeur ou maître de conférence dans une université, il y a un conseil scientifique qui se réunit et qui va établir une équivalence, et puis ce sera fait. Ça c'est classique. Pour vous donner un exemple. Il y a un certain nombre bien que j'ai expliqué que je considérais que les 2 choses devaient aller dans les 2 sens, mais je connais un certain nombre de chercheurs russes qui sont professeurs ou au CNRS en France. Et il y a ce qui s'est passé en France aussi pour indiquer l'attractivité. Il y a eu énormément de postes de professeurs qui ont été donnés à d'autres ressortissants des pays de l'Union européenne. On trouve beaucoup d'Italiens, d'Allemands maintenant qui sont professeurs en France. Je veux dire, ce qui est un grand changement par rapport à ce qui se passait il y a 15-20 ans. C'est un gros changement. Mais le doctorat russe, fondamentalement, il sera reconnu ici. On va regarder une sorte de notice de titres et travaux, les publications, et puis on donnera l'équivalence. C'est pas un problème. Жайрос Иванович, а у вас в образовательном центре есть профессора из Италии, из Франции, наставки? Как визитинг профессор. Только как визитинг, да, так как постоянный нет. Евгений Михайлович, а как вы думаете, все-таки позиция Академии наук в отношении признавания диплома кандидата в Европе и у нас? Вот как вы его можете сформулировать? Такое впечатление, что должен пройти какой-то процесс договоренности. Je pense qu'il faut... il n'y a pas d'équivalence en France et il n'y a pas d'équivalence chez nous. Mais qui doit s'entendre? Ce sont les États qui doivent s'entendre entre eux. Ce sont les accords intergouvernementaux. Il y a le microphone. Nous avons l'organisation, la commission d'attestation ou de certification ou d'homologation. J'y travaille depuis 10 ans. Donc il faut donner le dossier, mais c'est quoi être reconnu, c'est-à-dire avoir le diplôme, avoir le document. Eh bien, c'est cette commission qui examine les dossiers de candidature. Pas de problème. On examine au cas par cas. Et donc, vous pouvez... je donnerai à cette étudiante ce conseil. Eh bien, vous pouvez soutenir votre diplôme en France et ensuite, vous allez présenter votre dossier à la commission russe. Et si nous, on vient avec notre diplôme à France, microphone. Et il faut le microphone dans tous les cas de figure. Voilà. Si notre chercheur bien connu vient dans un autre pays, on va lui donner n'importe quel poste sans demander de... Non, son expérience le précède, sa réputation le précède. Ça peut arriver. Dans ce cas, on peut se passer de présenter un diplôme. Je connais des chercheurs russes venus en Allemagne, à Hambourg. Nous avons
nous avons le système à 2 niveaux, alors que en Europe, c'est BHD. Nous avons le candidat et sciences, mais je pense que l'équivalent de candidat et sciences russe, c'est le niveau docteur et sciences en Europe. Voilà, il faut donner la parole à une dame. J'ai une question sur la mobilité. Il est assez facile pour les jeunes, pour les étudiants de 3e cycle, participer aux différents programmes. Mais ce que m'intéresse, ce sont les stages de courte durée. Maintenant, mes étudiants se font inviter, ils viennent au Japon, en France, mais ces programmes ne sont pas soutenus officiellement. On devrait peut-être dire au gouvernement qu'il faut soutenir les échanges, notamment les stages de courte durée, parce que cela permettrait de développer la recherche en Russie et ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce soit possible? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Pendant que nos invités réfléchissent, je dois dire qu'il existe la fondation Dynastie de Dmitri Zimine. Je vais donner la parole à la directrice de cette fondation, Ania Petrovskaya, qui ont ce programme. Nous avons lancé ce programme uniquement pour les jeunes chercheurs en physique théorique pour le moment. Les étudiants en terminale qui suivent formation en master en physique théorique. L'information est disponible sur notre site. L'année prochaine, il y aura la même chose pour d'autres disciplines. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du gouvernement? Je peux exprimer mon opinion seulement. Je pense que ces questions privées, je pense que les universités, les établissements d'enseignement doivent disposer d'un budget important et pour pouvoir travailler eux-mêmes sans aller solliciter l'aide tout le temps au gouvernement. Une physicienne sans doute. Non, la jeune fille au milieu, là. Levez la main, voilà. C'était un débat très intéressant sur les applications des lasers et je voudrais poser une question sur l'application des lasers. Dans les gyroscopes, quelles sont les perspectives d'utilisation des gyroscopes, notamment? Peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Cela concerne les gyroscopes à laser. C'est une très très bonne question et on vous a parlé du développement des fibres optiques. Les gyroscopes aujourd'hui et ce sont justement les gyroscopes sur fibres optiques qui sont très très sensibles et sont utilisés dans les dispositifs très différents, notamment dans la marine, dans les systèmes de transport, dans le système, dans les vaisseaux spatiaux. Et il y a toujours le progrès dans ce domaine. Je ne vois pas de question. Donc, le progrès
s'accélère dans ce domaine. Et ce sont les gyroscopes à laser qui utilisent les principes foncièrement nouveaux. Et je pense que leur taille pourra atteindre quelques centimètres cubes. Voilà, c'est miniaturisé. Je peux seulement ajouter qu'il existe plusieurs fabricants qui fabriquent déjà ces gyroscopes. Si quelqu'un s'intéresse, je peux vous donner ces... Et pourquoi est-ce que cela vous intéresse? D'autant plus que vous n'êtes pas physicienne. Vous êtes mathématicienne. Ah voilà, très bien. Je suis mathématicienne. C'est très personnel. Mon frère fait une thèse, il fait ses recherches. Et voilà, j'aimerais donc savoir à quel moment quand il aura fini sa thèse. Dites à votre frère que ici tout va bien et qu'il va bien soutenir sa thèse. S'il vous plaît, le microphone. Moi, je ne suis pas très optimiste. Heureusement qu'il y a nos collègues français. Je suis professeur de l'Institut de physique à Moscou et je m'occupe directement de ce problème. Comme a dit M. Alterhoff, en parlant des applications, il faut absolument tenir compte du niveau technologique. Nos collègues français ont Sagem, Thales ont des niveaux technologiques, ce sont les leaders dans ce domaine. Malheureusement, nous sommes en retard. En ce qui concerne les semi-conducteurs comme source d'amplification, combinant avec les gyroscopes sur fibre optique miniaturisés, sur l'hétérostructure, on fait venir l'amplificateur et le guide d'onde et c'est quelques centimètres, même quelques millimètres cubes, et ce sont les principes physiques absolument différents. Et là les leaders, ou le leader, c'est le Japon. Pourtant, le financement, nous avons gagné le financement et nous espérons qu'il y aura une percée, une avancée dans ce domaine. Votre frère a bien fait de choisir ce sujet comme thèse. Malheureusement, le marché est dual et les Français ne nous vendront pas ces technologies. Donc nous devons faire tout cela nous-mêmes. Et donc comment s'opère la coopération internationale si on tient compte des technologies duales? Est-ce que c'est le facteur qui gêne la coopération? Certes, les leaders, ce sont les Américains. Et ce sont eux qui dictent les règles du jeu. COCOM, ça existe toujours. Nous avons parlé du mouvement de l'orientation dans le domaine des fibres d'optique. Est-ce que nous sommes leaders? Nous sommes leaders dans certains domaines, dans les recherches scientifiques, mais nous sommes en retard en ce qui concerne les applications industrielles. Voilà, c'est ça qui cloche. Toute l'aviation civile du monde, il n'y a que le système américain, les gyroscopes américains seulement. Bien que les systèmes français soient utilisés à l'intérieur de la France. C'est le marché, la politique, tout ensemble. En ce qui concerne le business, ce que nous sentons,
J'invite Jorès Salperov à poursuivre l'enseignement dans la Silicon Valley russe à Skolkovo. Je lui souhaite la bonne chance. Nous avons récemment coopéré avec une fille manager, PhD, qui a mené le projet pendant 2 ans, et c'était vraiment quelqu'un qui sait très bien, qui connaît son métier sur les bouts des doigts, comme on dit. Il y avait des Sud-Africains, des Français, des Belges. Donc, elle a su les faire travailler tous ensemble. Puis, en parlant de mobilité dans les universités françaises, tu as soutenu PhD, tu as travaillé pendant 3 ans, et ensuite, tu dois aller ailleurs. Alors que chez nous, au contraire, on s'incruste. Et cela devient un problème social qui n'a pas été résolu au niveau de l'État. Vous amenez l'argent, l'appartement suit. Chez nous, ça n'existe pas. C'est le système double, baccalauréat, très bien. Beaucoup de sociétés et étudiants venez étudier, ensuite recevez votre maîtrise. Parce que personne ne veut laisser partir le chercheur, parce que les employeurs sur place ont peur que les gens restent à Moscou. Il faut lancer ce système. Il ne suffit pas d'avoir la maîtrise. Il faut permettre aux jeunes chercheurs d'aller plus loin. Nous devons clore notre débat, mais il y a une question personnelle à M. Tanucci. Je ne peux pas apprécier la qualité scientifique de cette question. Néanmoins, je veux lire, dans 2 années précédentes, pendant le financement RFFI, j'ai montré comment on peut avoir la double spirale analogue à l'ADN en utilisant les moyens purement optiques. Il y a le projet d'application de cette configuration optique pour la gestion des atomes froids et pour la création des molécules froides. La question à M. Tanucci, personnellement, est-ce que les molécules ultra froides dans les pièges hélicoïdaux, est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que cela vous intéresse? Это очень интересно. Sur la possibilité de refroidir aussi les molécules, et pendant un certain temps on a su refroidir que les atomes, mais depuis quelques années maintenant on sait aussi refroidir les molécules, on sait former des molécules à partir d'atomes froids, et puis on n'en est pas encore aux molécules complexes qui peuvent être intéressantes pour les applications biologiques, mais il y a beaucoup de travaux qui s'effectuent sur ces sujets, et je pense que c'est un domaine de recherche qui va considérablement se développer dans les années qui viennent. Дорогие друзья, мы вынуждены завершать нашу дискуссию. Она сегодня странным образом распалась на 2 части. Разговор о применении лазеров. Chers amis, nous avons parlé des problèmes de l'éducation en parlant des lasers. Il se trouve que ce sont les domaines qui sont liés entre eux. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités qui nous ont consacré beaucoup de leur temps précieux. Merci à tout le monde. Merci. Thank you very much. Thank you.